Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en direct avec le docteur Patrick Légeron qui nous fait l'amitié et l'honneur de nous recevoir dans son cabinet Stimulus. Nous allons parler de ce cabinet, mais auparavant, permettez-moi de vous présenter, docteur Légeron. Vous êtes ancien interne des hôpitaux de Paris, vous avez été post-doctoral fellow à UCLA à Los Angeles en Californie, vous êtes psychiatre, bien sûr, vous êtes attaché de consultation dans le service universitaire de l'hôpital Sainte-Anne, et vous êtes également enseignant à Sciences Po Paris, et bien d'autres choses, mais je sais que votre modestie en souffrirait si je continuais. Mais surtout, vous êtes le spécialiste français, si j'ose dire, du burn-out et du stress. Et je reviens donc sur Stimulus. Vous êtes fondateur de Stimulus, qui est un cabinet de conseil aux entreprises. C'est extrêmement original et intéressant, peut-être que vous en parliez, sur le stress au travail. Bien, merci à vous. Chers auditeurs, vous allez passer un grand moment, car le docteur Légeron est une personnalité particulièrement intéressante et riche en enseignements. Et je me tourne de suite vers vous, avant de rentrer plus en détail dans les définitions du burn-out et les diagnostics. Une question personnelle, mon cher confrère. Comment êtes-vous arrivé à devenir le pape, si j'ose dire, du burn-out et du stress? D'abord, en tant que psychiatre, j'avais été frappé au tout début de mon internat en France, avant de partir aux États-Unis, à Sainte-Anne. J'ai été frappé de voir que mes patients me parlaient énormément de leur travail. J'avais été formé à Freud, je crois qu'on aime parler de leur vie affective, sexuelle, amoureuse, mais ils me parlaient surtout du boulot. Ils me parlaient de leur patron, de leurs clients, de leurs collègues, et je me suis dit, tiens, la santé mentale est donc influencée beaucoup par le monde du travail, et donc ça m'a intéressé. Et aux États-Unis, beaucoup plus en avance que nous dans ce domaine à l'époque, dans les années 80, j'ai rencontré des confrères psychiatres dans les entreprises, non pas pour soigner les gens, mais simplement pour voir comment les environnements de travail pouvaient faire du bien psychologiquement, parce que le travail, ça fait du bien psychologiquement, ça vous construit, mais aussi pouvait détruire l'équilibre mental. C'est ainsi que vous êtes arrivé donc à cet intérêt Oui, dont vous tout à fait, avez, tout dont à vous fait. avez fait maintenant Tout à fait. quelque chose d'important. Et suivant le bon adage médical, mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, c'est dans les entreprises qu'il faut vraiment aller Allez. pour prévenir toutes ces problématiques de burn-out, d'épuisement au travail. Donc, il faut travailler en amont, dans le milieu du plus près des salariés dans les entreprises. Mon cher confrère, qu'est-ce que le burn-out? Vous commencez par la question la plus difficile. Je dirais que le burn-out est un objet médical non identifié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis dans la terminologie, dans le mot burn-out, un petit peu beaucoup de choses qui correspondent en fait à des pathologies mentales que l'on peut rencontrer causées par le travail essentiellement. C'est-à-dire des syndromes de dépression par épuisement, mais parfois aussi des troubles anxieux importants. Les gens qui vous disent que le matin en se réveillant, ils avaient des grandes crises d'angoisse, ils ne pouvaient pas aller au travail, ou des gens qui vous disent qu'ils n'ont plus la force, qu'ils n'ont plus le ressort pour aller travailler. Donc vous avez toute une agglomération de symptomatologie que les psychiatres connaissent bien, mais que les psychiatres n'ont jamais intitulé burn-out. La preuve, c'est que dans les grandes classifications aujourd'hui qui existent en psychiatrie, comme dans toutes les spécialités, que ce soit celle de l'Organisation mondiale de la santé ou la classification nord-américaine qu'on appelle le DSM, qui est la grande référence aussi mondiale de la liste du répertoire des maladies mentales, n'apparaît pas du tout le mot burn-out. Donc ça pose quand même une question importante. Est-ce une pathologie? Donc on a déjà un gros problème. Même si la réalité des gens qu'on observe et qu'on peut voir en consultation, soit en tant que psychiatre, soit en tant que médecin du travail, ou soit que généraliste, on voit des gens qui sont dans un état qu'on peut décrire le burn-out, mais non reconnu par la science médicale. L'autre difficulté aussi dans le burn-out, c'est qu'on a beaucoup de mal aujourd'hui à faire la différence entre, j'allais dire, l'épuisement, la fatigue, qui est une situation pénible, et la maladie. Et donc, tout ce qui est ce qu'on appelle de l'infraclinique ou tout ce qui sont des signes qui ne sont pas encore de la maladie sont regroupés également dans le burn-out. Donc, on a un mélange à la fois de pathologies diverses et d'intensité, soit pathologique, soit non pathologique, de difficultés, de souffrances psychologiques. Vous avez
commencer à nous donner une définition du burn-out. Quels sont les signes, quels sont les symptômes fins qui vont permettre de faire ce diagnostic, d'établir ce diagnostic? Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on a une vision non pas diagnostique, puisque le diagnostic médical est remis en question, mais une vision assez précise de la symptomatologie de ce qu'on nomme le burn-out. En fait, cette symptomatologie a été bien définie il y a une trentaine d'années par Christina Maslach, qui est quand même la référence mondiale depuis maintenant plus de 30 ans sur le burn-out, et cette symptomatologie s'organise en 3 domaines. D'abord, un domaine d'épuisement. Un épuisement complet de l'organisme, que ce soit un épuisement physique, les gens disent j'ai plus la force, je peux plus lever un bras, je peux plus me lever, un épuisement aussi cognitif, c'est-à-dire j'arrive plus à me concentrer, un épuisement émotionnel, etc. Donc cet épuisement global de l'organisme représente la première dimension de ce trépied, c'est un trépied que représente le burn-out. La deuxième dimension est très intéressante parce qu'elle montre quand même une spécificité du burn-out par rapport à la dépression, par exemple. C'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation, qu'on pourrait aussi nommer la déshumanisation. C'est-à-dire que les gens ne ressentent plus rien. Et il vous dit, je suis comme un robot. Par exemple, une infirmière va vous dire, je soigne des enfants en train de mourir, ça me fait ni chaud ni froid, je suis comme une machine. Une sorte de distance. C'est l'inverse de l'empathie. C'est-à-dire, et ça correspond d'ailleurs au concept de brûlure, c'est-à-dire les émotions ont cramé, si on peut dire. Ça, c'est le deuxième aspect, déshumanisation, dépersonnalisation. Et le troisième aspect du burn-out, c'est le sentiment de perte d'accomplissement de soi, c'est-à-dire de rien valoir professionnellement. Ça ressemble un petit peu à la dépression avec une chute de l'estime de soi, etc. Et donc, pour les spécialistes, épuisement, dépersonnalisation, perte du sentiment d'accomplissement de soi, ces 3 entités, cette triade, comme on dit, forment la symptomatologie du burn-out. Et d'ailleurs, souvent, cette triade apparaît chronologiquement. D'abord l'épuisement, puis ensuite la dépersonnalisation, et puis ensuite la perte du sentiment d'accomplissement de soi. Mais là encore, c'est remis en question, puisque certains spécialistes pensent qu'il n'y a que l'épuisement qui compte pour diagnostiquer un burn-out. Vous voyez, beaucoup de débats encore sur la question. Certains pensent que des signes organiques sont importants, comme par exemple une hypertension artérielle ou des diabètes associés, puisque beaucoup d'études ont montré qu'il y avait également des perturbations associées. On est encore un petit peu dans l'ignorance de définir complètement la symptomatologie, mais on reste quand même sur cette triade fondamentale qui représente le trépied du problème du burn-out. Vous avez évoqué l'apparition du burn-out dans le monde professionnel. Vous avez parlé de cette infirmière. Il m'est arrivé de rencontrer des pathologies de type burn-out. Je ne sais pas d'ailleurs si le mot pathologie est approprié, vous allez nous le dire. Dans d'autres circonstances, dans d'autres lieux, dans d'autres endroits, est-ce que ça n'est que dans le monde du travail ou est-ce qu'on peut trouver un burn-out ailleurs? Oui, le burn-out n'est pas une pathologie nouvelle. On retrouve dans la littérature parfois fort ancienne des descriptions cliniques qui évoquent immédiatement le burn-out. On peut remonter très loin. Dans l'Ancien Testament, le prophète Élie est victime d'un burn-out, ce qu'on appelle la grande fatigue du prophète Élie. C'est ce prophète qui prêchait avec beaucoup d'efforts et qui n'obtenait pas beaucoup de résultats en retour. Dans l'œuvre de ce grand écrivain, il prêchait dans le désert. Et c'est une des caractéristiques du burn-out, c'est-à-dire de fournir beaucoup d'efforts sans retour, sans récompense. On trouve aussi dans la littérature plus récente du grand écrivain allemand Thomas Mann, le cas de Thomas Buddenbrook, dans la famille Buddenbrook, ce beau roman de Thomas Mann, eh bien, une description de burn-out. Et puis, très récemment, des études ont été faites sur le burn-out, l'épuisement des mères au foyer. Le burn-out maternel est une réalité. Donc, il n'y a pas que le milieu du travail qui peut occasionner cet épuisement qu'on appelle burn-out, même si c'est sans doute dans le milieu du travail que ça a été le plus étudié ces dernières années. Quels sont les signes avant-coureurs du burn-out? Eh bien, il y a encore beaucoup de questions qui se posent sur le burn-out, en fait, les spécialistes s'accordent à reconnaître que le burn-out est l'étape ultime du processus de stress. C'est-à-dire le stress qui au départ peut être bon puisqu'il vous dynamise, il vous donne du ressort, il vous donne envie de faire face aux challenges que vous rencontrez, progressivement se chronicisant, en devenant important,
aboutit à ce qu'on appelle l'hyperstress, c'est-à-dire un niveau de stress extrêmement élevé, avec toutes les conséquences au niveau aussi bien biologique, avec les hormones qui circulent, l'adrénaline, le cortisol, la stimulation du cerveau émotionnel, du cerveau limbique, enfin, toutes les connaissances scientifiques sur le stress montrent qu'au bout d'un certain temps, l'organisme est en état élevé de stress. Donc tous les signaux d'un niveau de stress trop élevé et permanent doivent être considérés comme pouvant évoluer vers le burn-out. Et ces signaux, en fait, sont dans 4 grands domaines. Tous les signaux physiques, quand on est stressé en permanence, eh bien, on a des douleurs, des palpitations cardiaques, des digestions difficiles, des troubles du sommeil. Dans le domaine également cognitif, on a du mal à se concentrer, on a l'impression d'être moins créatif, etc. Dans le domaine émotionnel, on devient plus irritable, on est anxieux pour des petites choses de rien, on a le sentiment de plus valoir grand-chose. Et puis aussi, dans le domaine comportemental, on augmente sa consommation de tabac, de café, on a tendance à s'isoler, on a des attitudes un petit peu agressives envers les autres. Donc tous ces signaux qui montrent un niveau de stress élevé sont des signaux qu'on peut ressentir provisoirement en période de grande charge de travail. Mais si ça se chronicise pendant des semaines, voire des mois, eh bien le burn-out risque d'apparaître. Donc ces signaux sont importants parce qu'ils indiquent d'une certaine façon que la machine, c'est-à-dire l'organisme, est en surchauffe et donc il faut faire quelque chose parce qu'il est encore temps de faire quelque chose. D'où l'importance de la question de la prévention qui me semble fondamentale. C'est la vraie question. Le problème du burn-out, la seule vraie question, c'est sa prévention parce que un état de burn-out constitué au niveau pathologique, c'est une maladie, c'est un état pathologique sérieux. C'est un état sérieux qui nécessite 3 choses. Tout d'abord, un arrêt de travail. Mais un arrêt de travail de très longue durée, c'est des mois. Dans ma consultation, j'ai des gens qui sont en arrêt de travail à cause de leur burn-out depuis plus d'1 an. Donc un arrêt de travail avec une reprise d'activité extrêmement difficile. Les médecins du travail savent qu'un retour au travail d'une personne qui a fait un burn-out est extrêmement difficile. Souvent, les gens n'arrivent pas à retrouver l'environnement dans lequel ils étaient et se reconvertissent. Moi, je connais des cas de gens, de cadres bancaires qui ont fait un burn-out et qui se retrouvent maintenant à vendre des produits de terroir dans une petite épicerie du fin fond de Paris, parce que le retour dans l'environnement habituel n'était pas possible. Donc, arrêt de travail. Deuxième chose, des antidépresseurs. Ce qui est un argument de plus pour penser que le burn-out est peut-être une forme particulière de dépression. Les antidépresseurs marchent bien, à dose correcte, et pendant des mois et des mois. Et la troisième chose, une psychothérapie de reconstruction émotionnelle, puisque le burn-out est en fait la brûlure de tout l'intérieur psychologique et surtout émotionnel des gens. Et ce sont surtout les psychothérapies cognitivo-comportementales plus que psychodynamiques qui sont conseillées dans ce cas-là. Donc on voit que nous avons affaire à une pathologie grave quand c'est un burn-out constitué et que, évidemment, toutes les actions, toute la démarche doit être orientée vers la prévention du burn-out. Donc en fait, la prévention est le début de l'action thérapeutique, puisque vous l'avez évoqué, et vous avez évoqué de suite ensuite le traitement, qui est un traitement avec des psychotropes, et une psychothérapie, pour reformuler ce que vous exprimiez. Et ce sont des traitements longs, avez-vous dit, ainsi qu'une psychothérapie de longue durée, qui vont permettre, peut-être pas une réinsertion, mais en tout cas une renaissance, en tout cas. Tout à fait, tout à fait. On peut, quand on a fait un burn-out, c'est une maladie sévère, c'est une maladie qui nécessite une prise en charge importante par des spécialistes, des psychiatres, mais c'est une maladie dont on peut sortir, je veux dire, mais au prix, je veux dire, de quelque chose de lourd. C'est un traitement lourd, donc toute la prévention doit s'organiser bien en amont, évidemment. D'un véritable accompagnement. Alors la prévention, elle est en fait dans 2 domaines. Elle est dans le domaine, j'allais dire, de l'environnement de travail. Aujourd'hui, tous les spécialistes, on parle des risques psychosociaux, on parle du stress au travail. Tous les spécialistes savent bien que l'organisation du travail, le management aujourd'hui dans le travail, mettent à risque la santé mentale des individus. Nous ne sommes plus au temps d'Émile Zola, où la pénibilité au travail était très physique, avec évidemment la chaleur, les efforts physiques, la longueur des journées, etc. Mais nous sommes dans une pénibilité psychologique, c'est un grand changement. Et aujourd'hui, évidemment, c'est le cerveau qui est contraint avec la course à la performance, la rapidité dans l'action, mais également des styles de management qui sont très durs, qui permettent pas aux individus de s'épanouir, qui sont très contraignants psychologiquement. Donc le monde du travail doit
s'interroger sur les dégâts qu'ils font dans le cerveau humain de leurs salariés. Donc ça, c'est une prise en charge qui interpelle les entreprises, qui interpellent le monde du travail, les partenaires sociaux, les pouvoirs publics, et donc on ne peut pas faire l'économie de réfléchir à cet aspect préventif en construisant, comme le disent souvent les pays d'Europe du Nord ou les pays d'Amérique du Nord, en construisant des environnements de travail sains, healthy organization, c'est-à-dire des environnements de travail qui sont bons pour la santé, parce qu'il ne faut jamais quand même oublier une chose importante, c'est que le travail est bon psychologiquement. C'est-à-dire travailler dans de bonnes conditions vous permet de vous construire psychologiquement. On ne peut pas associer travail et souffrance systématiquement. Je voudrais revenir sur cet aspect sur lequel nous insistons régulièrement, nous en tant que médecins, sur les vertus du travail. Oui. Elles sont économiques, mais elles sont également sociales et psychologiques. Et je vous remercie de le redire. Mais vous savez, pour rebondir sur l'importance du travail à construire psychologiquement un individu, c'est qu'il faut citer ce que l'on sait au niveau médical, c'est qu'à tout autre facteurs égaux, parce qu'évidemment quand on ne travaille pas, on a moins de revenus, on a moins de relations autour de soi, on est un peu plus isolé, mais à tout autre facteurs égaux, le fait de travailler vous protège. Les gens qui ne travaillent pas font plus de dépression, font plus d'infarctus du myocarde, font plus de suicides que les gens qui travaillent. Donc le travail est protecteur de la santé. Mais certaines conditions de travail, telles que l'on le voit aujourd'hui, la course à la performance, les nouvelles technologies qui, elles aussi, peuvent être extrêmement utiles, mais qui aussi désorganisent votre vie personnelle, eh bien, peuvent construire, j'allais dire, des éléments susceptibles d'être pathogènes pour votre psychisme. Donc ça, c'est important. Mais la souffrance au travail n'est pas une réalité universelle. D'ailleurs, je travaille beaucoup à l'international, à la Commission européenne et dans l'Union européenne, et je peux vous dire que le concept de souffrance est typiquement français. C'est peut-être parce que souffrance et France, ça rime riche, comme on dit, mais le suffering at work ou l'occupational suffering n'est pas un terme utilisé beaucoup dans les autres pays de l'Union européenne. Ça, c'est la première prévention au niveau de l'entreprise. Mais l'individu, je ne vais pas dire qu'il a des responsabilités, mais l'individu doit se protéger. L'individu doit faire extrêmement attention au niveau préventif de ne pas faire un burn-out. Et le premier conseil qu'on peut donner, c'est le surinvestissement au travail. Et là encore, les gens qui ont fait l'objet d'épuisement professionnel, les gens qui se sont suicidés, on a étudié quand même les suicides au travail, ce sont rarement, pour ne pas dire jamais, des gens qui se moquaient de leur travail. C'est les gens qui accordaient une importance considérable au travail. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas accorder d'importance à son travail, mais attention, j'ai envie de dire, il n'y a pas que le travail dans la vie. C'est-à-dire avoir, en plus du travail, même si c'est votre premier pôle d'intérêt, d'autres intérêts, des hobbies, des amis, une vie personnelle, etc., vous protègent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui protège évidemment un individu, c'est de développer des compétences qu'on appelle les compétences de gestion du stress. Le stress management, ce sont des compétences qui vous apprennent à vous détendre physiquement et psychologiquement. On parle beaucoup de méditation pleine conscience aujourd'hui, on parle des techniques de relaxation, on parle de toutes ces choses-là qui vous permettent de faire des pauses et de récupérer du stress. Ça, ce sont des choses extrêmement importantes. On parle aussi beaucoup des émotions positives. Vous savez, les émotions positives sont extrêmement étudiées aujourd'hui comme un grand facteur, non seulement pour la santé mentale, mais également pour la longévité. Qu'est-ce qui fait qu'on vit longtemps? Il y a plein de facteurs. Mais quand vous interviewez les centenaires, qu'est-ce qu'ils vous disent la plupart du temps? J'ai toujours pris la vie du bon côté, j'ai toujours été positif, et Voltaire, notre grand philosophe, disait déjà il y a plusieurs siècles, je suis heureux car c'est bon pour la santé. Donc ces émotions positives. Et puis dernier point, que tous les médecins connaissent bien et que les patients souvent connaissent, sauf qu'ils ont du mal à le mettre en application, une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire que si vous avez un sommeil de qualité, si vous ne consommez pas en excès de l'alcool, du tabac, si vous faites une activité physique, eh bien vous devenez davantage résistant au stress. Et donc, ce sont aussi des choses qu'il faut développer soi-même pour se protéger du burn-out. Une manière d'être au monde, en quelque sorte. Exactement. Il faut reprendre nos anciens. Le burn-out, nous commençons maintenant, grâce à vos explications, à percevoir la finesse du diagnostic, la difficulté du diagnostic et l'importance de ce diagnostic. Pourriez-vous nous dire quelques mots sur la prévalence, sur l'importance quantitative de cette affection, de cette pathologie? Je redis le mot, car maintenant nous comprenons ce que c'est.
Oui, c'est-à-dire les éléments qu'on observe dans le burn-out sont pathologiques, mais le mot lui-même, burn-out, n'appartient pas à la définition. Et souvent, les psychiatres observent des syndromes dépressifs, des syndromes anxieux, et en effet, entrent dans la pathologie. Alors, Mais pardon, la je sais que vous prévalence, avez fait beaucoup là-dessus et vous nous en parlerez, puisque vous avez été rapporteur oui, d'un projet important. Mais nous allons y venir. avec la question qu'est-ce que le burn-out et toute la difficulté d'y répondre complètement aujourd'hui, voilà une autre question extrêmement complexe, c'est-à-dire la prévalence, c'est-à-dire l'importance du phénomène de burn-out. Soyons francs, on n'en a aucune idée. Aujourd'hui, beaucoup de chiffres circulent. On a parlé de 3 millions de sujets, ce qui est évidemment un chiffre qui a été repris très médiatiquement comme une traînée de poudre, parce qu'évidemment c'est impressionnant 3 millions. Mais je vous rappelle que 3 millions, c'est le nombre de dépressions qu'il y a en France. Donc, sauf à penser que toutes les dépressions sont des burn-out, le pas semble difficile à franchir. Il y a une étude assez sérieuse menée en Belgique. La France n'est pas très performante à faire des études scientifiques sur le burn-out, mais il y a une étude intéressante menée en Belgique auprès des salariés belges, de nos voisins belges, qui a montré qu'environ 19 000 salariés belges étaient en burn-out. Si on extrapole ça à la population salariée française, qui est environ 6 fois plus importante, on arrive au chiffre de 100 000. Et puis, dernier chiffrage, dernière estimation, celle publiée par l'Institut de veille sanitaire, notre grande agence qui nous donne des chiffres réguliers sur la grippe, sur toutes les maladies, donc l'agence INVS, la veille sanitaire, dans une étude publiée en juin 2015, donc pas très ancienne, récente, indique qu'il y a environ 480 000 salariés qui sont en état de pathologie mentale liée au travail. 480 000, c'est précis. Mais sur ces 480 000, il n'y en a que 7% qui correspondent à un burn-out, au sens qu'on a défini auparavant. Les autres sont des dépressions classiques, ou des stress post-traumatiques, ou des troubles anxieux. Si vous faites 7% de 480 000, vous arrivez à 30 000. Donc vous voyez, 3 millions, 100 000, 30 000. Il faut être franc. En médecine, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et donc, l'une des nécessités, aujourd'hui, c'est d'avoir une meilleure connaissance de l'importance d'un phénomène qui est une réalité dramatique, mais dont on ne connaît pas suffisamment l'ampleur. Oui, je pense que la vérité sera bien plus au milieu que les chiffres que vous venez de donner, comme souvent. Nous commençons maintenant à percevoir la finesse du diagnostic, la difficulté du diagnostic, mais j'allais vous demander que pouvons-nous faire encore de plus, ou que pouvez-vous faire encore de plus? D'autant plus, et je me permets de le dire, que vous avez été l'auteur et le rapporteur d'un rapport important à l'Académie nationale de médecine sur le burn-out. J'imagine que ces conclusions ont de l'importance. Je les ai parcourues, elles me semblent fondamentales. Pourriez-vous nous en dire quelques mots? Vous savez, la question du burn-out est abordée dans notre pays depuis maintenant plusieurs années de manière dramatique parce qu'il y a beaucoup de souffrance au travail, puis un coût économique qu'il faut peut-être aussi citer, ça coûte très cher. Certaines estimations, comme par exemple l'OCDE, pensent que c'est 3 points du PIB, que par exemple c'est plusieurs milliards d'euros perdus en termes d'arrêt de travail, de soins, etc. Donc c'est une vraie question. Mais le problème du burn-out, c'est que ça a été abordé essentiellement comme un objet social, c'est-à-dire par le monde du travail et par le ministère qui porte le nom, le ministère du Travail, par la Direction générale du travail, par les partenaires sociaux, aussi bien salariés que patronaux, qui ont évidemment beaucoup réfléchi, beaucoup produit de textes et essayé de prendre en compte dans le milieu du travail cette horreur que représente l'épuisement d'un individu et sa destruction psychologique. Mais le grand absent de toute cette réflexion, c'est le ministère de la Santé. C'est-à-dire que aussi bien les grandes institutions de recherche comme l'INSERM, aussi bien la Direction générale de la santé n'ont absolument pas abordé. Donc la réalité ou la compréhension médicale du burn-out n'a pas eu lieu. Et c'est
en effet, ce qui a interpellé l'Académie de médecine, souvent étonné de voir que la science médicale et la science psychiatrique n'étaient pas du tout sollicitées pour essayer de comprendre. Elle était quasiment même absente. Elle était complètement absente. Mais ça a été aussi le cas lors des suicides au travail. Lorsqu'il y a eu une vague de suicides au travail, le ministère de la Santé n'a pas dit un mot. Alors que quand même le suicide pour les psychiatres, c'est quelque chose qui interpelle quand même la santé mentale, la souffrance psychologique et la science médicale. Donc pour en revenir à l'Académie de médecine, l'Académie a produit un rapport dont je suis en effet l'un des 2 co-auteurs avec le professeur Ollier, académicien. Et ce rapport est sorti très récemment, puisqu'il est sorti le 23 février 2016, donc il y a très peu de temps. Et ce rapport, en effet, soulève toutes les questions qu'on a déjà abordées, le diagnostic, la prévalence, la prise en charge, etc. Et fait un certain nombre de recommandations. Une recommandation importante, c'est évidemment de mener des études. Comment se fait-il qu'il y ait si peu d'études sur ce thème, d'essayer de comprendre la symptomatologie. Une recommandation importante, c'est donner un rôle beaucoup plus accru à nos confrères médecins du travail. Les médecins du travail sont trop souvent cantonnés à des tâches répétitives, de visites systématiques, alors qu'ils devraient être impliqués dans la prévention en comprenant comment est l'organisation du travail. Les médecins du travail devraient être des conseillers de la direction pour tout ce qui est la prévention de toute la souffrance psychologique et la promotion de la santé au travail. Et puis, il y a aussi des recommandations allant vers les pouvoirs publics. Il semblerait intéressant, par exemple, et l'Académie de médecine a raison de le souligner, qu'il y ait des institutions interministérielles, un peu comme pour la sécurité routière, où il y a plusieurs ministères qui ont une structure, ou la toxicomanie, c'est-à-dire une mission interministérielle ou un groupement interministériel qui travaillerait sur ce burn-out avec, évidemment, le ministère du Travail, bien sûr, le ministère de la Santé, mais peut-être aussi le ministère de la Recherche, et donc d'avoir une structure qui permette d'aborder enfin un phénomène qui a été mis en déshérence par les politiques de santé de notre pays. Avez-vous l'espoir qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, y compris le ministère de la Santé, prennent conscience de cet état et agissent dans ce sens? Oui, j'ai conscience, j'ai à la fois conscience de la réalité d'un problème que je ne veux pas minimiser, mais j'ai également confiance un petit peu dans l'avenir parce que il y a 2 notions. D'abord, le bien-être est une revendication de nos contemporains. Au temps d'Émile Zola, de Germinal, les gens souffraient au travail, ils pensaient que c'était naturel. Maintenant, les gens exigent de ne pas souffrir. Un peu comme en médecine. Il y a 50 ans, les femmes acceptaient de souffrir en accouchant. Puis aucune femme n'accepte. Aujourd'hui, la souffrance n'est plus une fatalité. N'est plus une fatalité et est refusée. Alors, certaines entreprises pensent que ce sont des signes de faiblesse, que les gens supportent plus rien. Moi, je pense que ce sont des signes de progrès, plutôt que de faiblesse de nos contemporains. Et donc, cette exigence de bien-être, des fois un petit peu excessive, en souhaitant que le travail soit un monde des bisounours, où tout le monde est heureux, il y a quand même des contraintes. N'oubliez pas que l'origine du mot travail, c'est un instrument de torture, c'est le trépalium, le pieu à trois. À trois, exactement. Donc, Platon en a parlé. Exactement. Donc, le travail sera-t-il un jour un lieu de bonheur? Je n'en sais pas, mais en tout cas, peut-être pas un lieu de souffrance. Donc, j'ai cette confiance là-dedans, d'exigence forte de nos concitoyens. Puis aussi, ce qui est très intéressant, ce sont les jeunes générations. Les jeunes générations qui ne sont pas désinvesties dans le travail. Parce que dans les entreprises, on dit « Oh, les jeunes, ils n'ont plus d'investissement ». Mais non, les jeunes, ils aiment le boulot, mais ils vous expliquent que la vie, c'est pas que le travail. Il y a également voir grandir son enfant, voir ses amis, etc. Donc, cette exigence de ne pas faire du travail le seul lieu d'investissement est important. Donc, il y a quand même des tendances extrêmement fortes qui obligeront les entreprises, le monde du travail, les pouvoirs publics à se poser la question fondamentale, qui est celle que les philosophes soulèvent depuis toujours sur le travail. Est-ce que le travail est un lieu d'épanouissement de l'individu ou un lieu de destruction de l'individu? C'est une vraie question, c'est une question philosophique. Et c'est pas un psychiatre qui pourra répondre à cette question philosophique. Et ce qui est encourageant pour l'observateur et le praticien que je suis, c'est de voir de plus en plus dans les revues médicales généralistes ou spécialistes apparaître le mot burn-out en tant que pathologie. Je sais que ce mot, vous n'aimez pas ce mot, mais c'est une réalité. En tout cas, la présentation du burn-out avec
des solutions qui sont proposées, tant aux médecins généralistes qu'aux spécialistes. Je voudrais dire en fait une sensibilisation. Bien sûr, Et je sais que vous n'êtes pas étranger à ce mouvement. Voilà. Oui, ce qui est important, vous avez raison, la sensibilisation est aussi quelque chose que recommande fortement l'Académie de médecine. De même qu'il y a des grandes campagnes, comment reconnaître un infarctus du myocarde, c'est-à-dire de l'éducation sanitaire des populations, je pense qu'aujourd'hui, on peut, aussi bien dans les entreprises qu'au niveau national, certains pays l'ont fait, comme l'Europe du Nord, on peut attirer l'attention de la population sur les signes précurseurs d'un effondrement de burn-out. Et cela est possible puisque le burn-out est quelque chose qui se prévient et tous les investissements en termes de recherche, en termes d'action, en termes d'efforts doivent être faits dans ce sens. Et sans vouloir paraître cynique, je pense que ce que vous avez soulevé et noté, c'est-à-dire l'incidence économique du burn-out, va inciter certainement un certain nombre de nos gouvernants à s'intéresser plus précisément à cette... Je vais vous citer une anecdote qui m'avait beaucoup frappé. C'était en 1995, vous voyez, je m'en souviens bien. Je participais à un colloque européen organisé par la Commission européenne à Amsterdam. Un petit colloque en termes de quantité de participants, puisque c'est les grosses entreprises d'Europe qui parlaient de ce qu'elles faisaient en prévention du stress au travail. Et il y avait Nokia en Finlande, il y avait Procter & Gamble en Grande-Bretagne, il y avait SAP en Allemagne, enfin des belles entreprises. De vous à moi, il n'y avait aucune entreprise française parce qu'elle n'avait rien à dire. Mais il y avait des entreprises européennes qui faisaient des choses. Et je me souviens ce qu'avait fait Nokia, qui présentait tout un programme extraordinaire de prévention du stress, du burn-out, de l'épuisement, des maladies mentales au travail. Et naïvement, à la fin, je vais parler à ce responsable, cet intervenant de Nokia, qui d'ailleurs était au comité exécutif, et qui mettait au comité exécutif de Nokia. Il disait, mais vous savez, la politique de santé au travail de Nokia est tout aussi importante que la politique de conquérir des marchés nouveaux en Asie ou la politique de recherche-développement. Et moi, je suis membre du comité exécutif. Comme il m'a remis sa carte de visite, c'était marqué Well-being Manager, manager bien-être. Donc déjà, c'était intéressant. Et donc, je le félicite en lui disant, c'est extraordinaire tout ce que vous faites pour vos salariés, vous êtes une entreprise humaine. Et il m'a regardé avec un grand sourire, et en langue de Shakespeare, parce que c'est comme ça qu'on parle dans les rencontres internationales, il m'avait dit « That's good business ». C'est bon pour les affaires. Et il m'a sorti des chiffres qu'on n'apprend pas tellement en médecine. Il m'a dit le retour sur investissement. Il dit tous les marques, à l'époque la Finlande était encore aux marques finlandais, pas encore en euros, tous les marques qu'on investit, parce qu'il faut dépenser un peu d'argent pour promouvoir le bien-être, lutter contre le stress au travail, eh bien, nous évite d'en perdre 3. Retour sur investissement de 1 sur 3. Et il avait conclu, et vous savez, qui nous pousse le plus à agir dans ce sens chez Nokia? Alors je lui dis, les médecins du travail. Non. Et je lui dis, les partenaires sociaux. Non. Il dit, ce sont nos actionnaires. Les actionnaires, bien sûr. Donc vous voyez que nous sommes dans des approches qui économiquement sont rentables. Et donc on voit qu'on a des approches gagnant-gagnant. C'est bon pour les salariés, c'est bon pour l'entreprise. Mais ça, le discours français n'est pas comme ça. Le discours français sur la souffrance, sur la pathologie, sur le mal-être. Et donc, il faut peut-être inverser notre réflexion sur la prévention du burn-out en faisant plutôt un enjeu de bien-être plutôt qu'un enjeu de maladie. Écoutez, à la différence du prophète Élie que vous avez cité, je suis sûr, d'abord, vous êtes un peu le prophète du burn-out, mais vous ne prêcherez pas dans le désert. Et je sais qu'aujourd'hui, on commence à avoir des résultats et vous n'êtes pas étranger à ce mouvement. Avant de conclure, d'abord, je voulais déjà vous remercier, je le referai encore, vous demander si vous auriez la gentillesse de présenter Stimulus. Alors Stimulus est un cabinet que j'ai fondé en 1989, donc il y a maintenant plus d'un quart de siècle. C'est un cabinet dont l'objectif est de prévenir le stress au travail, c'est-à-dire d'intervenir dans les entreprises en amont, pour expliquer ce que c'est que le stress, de voir comment il y a certains environnements de travail qui peuvent être extrêmement stressants et pas forcément productifs, comment il y a des styles de management, la formation des managers est importante, qui peuvent mettre au pire sous forme de harcèlement moral, mais souvent également sous forme de contraintes, de pression, les salariés, et qui finalement détériorent le bien-être psychologique et sont producteurs. Donc l'objectif de Stimulus, ça a été ça. Alors nous faisons des diagnostics importants, de risques psychosociaux, de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. Nous avons énormément de formations
puisque la formation des managers, la formation aussi des salariés à gérer le stress, puisque gérer du stress, ça s'apprend. Et puis aussi, nous avons à disposition une ligne, un numéro vert, comme on dit, que les entreprises peuvent utiliser lorsque des salariés commencent à ressentir des difficultés et donc à essayer d'avoir des conseils pour éviter de craquer. Donc nous travaillons en amont, nous faisons des diagnostics, nous travaillons en amont des problématiques de stress et de burn-out avec des formations, des organisations de travail beaucoup plus saines. Et puis nous travaillons aussi dans la prévention qu'on appelle tertiaire, c'est-à-dire aider les individus qui commencent à ressentir du mal-être et de la souffrance au travail. Voilà. Et Stimulus est installé rue de Mogador, au 28 rue de Mogador, à Paris, dans le 9e. Voilà. Oui, mais c'est un cabinet qui est ouvert aux entreprises, oui, c'est pas un cabinet de consultation pour les individus. On l'a dit, on l'a dit en préambule. Voilà, voilà, tout à fait. Avant de conclure temporairement, je vais doublement vous remercier. Je vous remercierai d'abord avec tous nos auditeurs pour ce merveilleux entretien, mais je vais vous remercier personnellement parce que vous allez me donner la possibilité de réaliser un vieux rêve, d'être pendant quelques secondes, rapidement, Bernard Pivot et François Bunel. Voilà. Et je sais que, si vous me permettez, je voudrais présenter 2 ouvrages desquels vous n'êtes pas étranger. Un qui s'appelle Burnout, qui est rédigé par Christina Maslar et Michael Letter. Vous avez souligné que Christina Maslar est la papesse. De même qu'en psychanalyse on citerait Freud, ou pour la vaccination on citerait Pasteur. Du burn-out, c'est elle qui a défini le burn-out. Et pourquoi je le cite? Parce que vous l'avez préfacé. Tout à fait. Voilà, je le montre à nos téléspectateurs. Ça s'appelle Burnout et préfacé par le docteur Patrick. Les Arènes. Voilà, ça c'est le premier, et puis je vais continuer à faire donc mon intéressant. Ça c'est mon bébé. Voilà. Oui. Et puis je voulais aussi bien sûr, ne pas nous quitter sans vous vous remercier pour ce livre que vous avez commis, si j'ose dire, qui s'appelle Le stress au travail, un enjeu de santé aux éditions Odile Jacob, une excellente maison d'édition, et c'est vous qui l'avez rédigé. Tout à fait, tout récent. Quelques mots là-dessus, peut-être. C'est un livre, j'avais écrit une première édition de ce livre en 2001. Et donc 15 ans plus tard, les choses ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire qu'on parle de ces thèmes, il y a 15 ans on en parlait très peu, et on a beaucoup de données épidémiologiques que j'ai déjà citées, c'est-à-dire le coût du stress au travail, les risques pour la santé, etc. Et donc il me semblait important dans le débat actuel de revenir à cette notion fondamentale du stress au travail, parce que vous savez ce qui est très intéressant, c'est que de tous les concepts dont on parle, la souffrance, le burn-out, le stress est le concept le plus scientifique, puisqu'il est étudié depuis 80 ans par des grands chercheurs, et on connaît énormément de choses sur le stress, non seulement la biologie, il y a des hormones, il y a des glandes de stress, le cerveau limbique, les connaissances dans les neurosciences, enfin on a beaucoup, c'est l'objet, j'allais dire c'est l'objet scientifique par excellence, et le stress explique à peu près tout ce qu'on observe de difficultés des gens au travail, dont le burn-out. Donc le stress, la connaissance du stress et de tous ses effets, pas simplement en termes de santé psychologique, par exemple le stress au travail maintenant est bien documenté comme étant un facteur majeur de risque cardiovasculaire. Par exemple, avoir du stress au travail vous expose autant à un infarctus du myocarde que si vous fumez 3 paquets de cigarettes par jour ou que si vous avez un taux de cholestérol élevé. C'est un facteur important. Donc vous voyez que le stress impacte, même s'il y a du bon stress qui vous permet évidemment d'être efficace, mais le stress peut avoir des conséquences pour votre santé aussi bien psychologique, bien sûr, le burn-out, la dépression, les suicides, que les maladies somatiques, etc. Donc le stress est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, le premier rapport de l'Agence européenne de sécurité et de santé au travail en 1999, qui s'appelait Le stress au travail, avait comme sous-titre, en anglais, Spice of Life or Kiss of Death, c'est-à-dire le stress au travail, le piment de la vie ou le baiser de la mort. Et on est toujours confronté avec le stress au travail, entre cet aspect positif, car quand nous n'avons pas de stress, nous ne sommes pas forcément bien, puisqu'on parle maintenant d'autres concepts comme le bore-out, c'est-à-dire l'épuisement par ennui, n'avoir aucun stimulus, aucune stimulation au boulot, c'est pas bon pour la santé. Donc il faut un certain niveau de stress, mais en même temps, le stress qui peut nous dynamiser, qui peut être un formidable moteur pour avancer dans tous les domaines de la vie dont celui du travail, peut être également un vrai danger pour votre santé. Il est temps aujourd'hui de s'en préoccuper au niveau des entreprises et de soi-même au niveau
sa propre résilience à augmenter vis-à-vis du stress. Je veux rappeler, avant de conclure, le titre du livre du docteur Patrick Légeron, Le stress au travail, un enjeu de santé, aux éditions Odile Jacob. Mon cher confrère, merci de nous avoir reçus dans votre cabinet. Merci de ce moment d'intelligence et de connaissance. C'est un privilège. C'est un privilège pour nous d'avoir été avec vous pendant ces quelques minutes et je suis sûr que les auditeurs de Live Docteur apprécieront à leur juste valeur ce moment en particulier. Merci infiniment. Merci à vous.